Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Akibapla, le podcast qui porte la voix des passionnés du vivant en Occitanie. Je suis Audrey Boyer, naturopathe certifiée, et depuis 2023, je sillonne l'Occitanie avec mon micro pour interviewer des amoureux du vivant. Chaque mardi, je vous partage des conseils concrets et des rencontres inspirantes pour mieux prendre soin de vous et du monde qui nous entoure. Si le podcast vous plaît, pensez à vous abonner et à le partager autour de vous. C'est une petite action pour vous, mais un grand soutien pour moi. Vous êtes prêts ? Alors, place à votre nouvel épisode. Vous écoutez l'épisode 76 d'Akibapla Podcast. Mais avant de nous lancer dans le vif du sujet du jour, je voulais profiter de ce premier épisode de l'année 2026 pour vous souhaiter une excellente année à venir, que celle-ci soit remplie d'amour, de joie, d'émerveillement, d'abondance, d'éclosion de projets qui vous tiennent à cœur, de rire et d'une pleine santé. Pour ma part, j'aborde cette année 2026 avec toujours la même envie de partager avec vous des sujets autour de la santé et du bien-être, que ce soit avec des épisodes en solo ou en partant sur les routes de l'Occitanie pour interviewer des personnalités locales inspirantes. Cette aventure, elle dure déjà depuis bientôt 3 ans et j'y prends toujours autant de plaisir. Alors merci d'être là et merci d'être de plus en plus nombreux à écouter le podcast. J'ai l'impression qu'ensemble, on crée vraiment un magnifique élan vers une vie plus alignée entre nos besoins et le respect du vivant. Pour ce premier épisode de l'année 2026, j'ai eu envie de m'interroger sur notre habitat, notre maison, notre appartement, bref, un peu l'endroit où nous habitons. Et l'impact que l'endroit où nous habitons a sur notre santé et notre bien-être. C'est finalement une question qui semble absolument évidente et triviale et qui nous concerne tous, mais en fait qu'on se pose rarement. Même dans mes études de naturopathie, avec pour rappel quand même 1200 heures de formation, et d'ailleurs si le sujet de la formation que j'ai suivie en naturopathie vous intéresse, je vous mets le lien vers les vidéos où je parle de ma formation en description de l'épisode. En fait, même dans la formation de naturopathie, où la naturopathie, pour rappel, c'est quand même quelque chose de très global, de très holistique, mais en fait, le sujet du rapport entre l'habitat et la santé, il a été très très peu abordé. Je crois qu'on a eu qu'une seule journée de cours là-dessus. Et en fait, même dans l'anamnèse, c'est-à-dire dans les questions qu'un naturopathe pose à une personne qui vient consulter pour la première fois, et en fait, c'est une thématique qui n'est quasiment pas abordée. Et pourtant, on peut vite imaginer à quel point notre environnement de vie, notre foyer, peut avoir des effets positifs ou négatifs sur notre santé. Et depuis plusieurs années, et en tout cas depuis plusieurs mois de façon assez intensive, et j'aurai peut-être l'occasion de vous en reparler, je l'espère bientôt, je suis à la recherche d'un lieu de vie plus propice à mon épanouissement. Et forcément, ça passe par tout un tas de questions à se poser, et en premier lieu, quel environnement me recharge, me fait du bien, et à contrario, quel environnement me fait perdre de l'énergie. Est-ce que par exemple, vous vous êtes déjà demandé si vous préfériez habiter plutôt en ville, dans un appartement, ou dans une maison à la campagne, ou bien si vous étiez plutôt montagne ou océan, est-ce que c'est un autre type d'environnement qui vous fait le plus de bien. Et parfois quand on part en vacances, on peut expérimenter des moments où l'on se sent parfaitement bien, on se sent en phase avec notre environnement, ou alors des moments où justement on se dit qu'on ne pourrait pas vivre dans cet endroit toute l'année parce que ça nous fatigue. Et je pense que c'est en fait hyper important de se poser ces questions-là, et à partir de ces réponses, qui sont évidemment très personnelles, d'aller chercher à implanter son foyer dans l'environnement qui nous correspond le plus. Alors évidemment, c'est pas toujours facile pour des questions de travail, de proximité avec la famille, et même et surtout de budget. Mais je pense que lorsqu'on a trouvé un environnement qui nous recharge et qu'on décide d'y vivre à l'année, ça a un énorme impact sur notre santé et notre bien-être. Donc déjà, avant même de voir ce que notre habitat peut avoir comme impact positif ou négatif sur notre santé et notre bien-être, j'aime m'intéresser à l'environnement dans sa globalité et voir s'il correspond ou pas à mes besoins du moment. Parce que, et c'est là parfois la difficulté, ça peut évidemment évoluer au cours de la vie.
Pour prendre un exemple personnel, moi j'ai grandi à la campagne entre Carcassonne et Castelnaudary, donc dans le département de l'Aude, dans le sud de la France. Et quand j'étais ado, je me disais que quand je serais plus grande, j'habiterais en ville parce que c'est proche des commerces, des loisirs, etc., qu'il y a tout le temps quelque chose à faire et que finalement, à la campagne, on s'ennuie parfois un petit peu. Et à l'âge de 18 ans, je suis même partie faire fille au père à Londres pendant 2 mois, et j'ai franchement adoré cette expérience de vivre dans cette énorme capitale, en plus pendant les Jeux Olympiques. Mais pour autant, quelques années plus tard, en fait, j'ai plus du tout les mêmes envies. J'ai habité dans plusieurs villes depuis, j'ai connu la proximité avec les voisins quand on habite en appartement, le manque de place, le bruit, l'activité permanente, et je me suis rendu compte que c'était pas un environnement qui était propice à mon bien-être. Au contraire, c'était plutôt un environnement qui avait le pouvoir, la faculté de décharger mon énergie. Et depuis, en fait, je recherche des endroits au calme, où l'on n'est pas agressé par le bruit, des endroits où on est proche de la nature, parce que je me suis rendu compte que être dans la nature, c'était vraiment vital pour moi, pour mon bien-être et pour ma santé. Et c'est vraiment au contact des éléments naturels, en fait, que je me recharge le plus. Alors évidemment qu'il y a des questions de praticité à habiter à côté de son lieu de travail, qui est souvent situé en ville quand même pour la majorité d'entre nous, mais parfois en fait c'est pas forcément l'environnement qui va être le plus adapté à nous, à nos besoins, et c'est de ce dont je me suis rendu compte il y a quelque temps. Bref, tout ça pour dire que c'est important de se poser ces questions-là et de se demander pourquoi j'habite à cet endroit et quel est l'environnement qui me recharge le plus. Parce que tout ça, ça participe déjà en fait à notre santé et à notre bien-être dans notre vie quotidienne. Maintenant qu'on a posé le cadre, l'environnement, on va regarder concrètement comment notre habitat peut influer sur notre santé et notre bien-être. Et on va rentrer dans la maison ou l'appartement ou même la yourte, selon votre type d'habitat, et on va voir ça en détail. Et à la fin de l'épisode, je vous donnerai quelques conseils pour vivre dans un habitat sain. On va voir ensemble qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent influencer notre bien-être dans notre intérieur, et on peut penser tout d'abord à la lumière. Si on est dans un espace qui est très sombre, je pense par exemple à des appartements ou des maisons en rez-de-chaussée avec de toutes petites fenêtres ou qui donnent sur des rues étroites, on peut vite se sentir privé de lumière, et ça a une incidence sur notre santé et sur notre morale, notamment en hiver, quand il y a déjà très peu de lumière à l'extérieur. Il y a une étude de 2017 qui s'appelle le baromètre de l'habitat sain qui a démontré que les Européens qui vivent dans des habitats sombres, ils sont 1,5 fois plus nombreux à se déclarer en mauvaise santé que des personnes qui habitent dans un logement plus lumineux. Mais quand on parle de lumière, on peut penser à contrario aussi à la pollution lumineuse, c'est-à-dire la modification par l'humain des niveaux de lumière extérieure par rapport à la lumière naturelle. Donc par exemple, ça peut être des lampadaires qui restent allumés toute la nuit sous la fenêtre de votre chambre, des lumières agressives le soir à l'intérieur du logement, ou même les écrans d'ordinateur, de téléphone, de télé, etc. Il y a un article du National Geographic qui a recensé plusieurs études, et ces études démontrent que la pollution lumineuse a une incidence négative sur notre sommeil, parce que ça va perturber notre rythme circadien, mais ça peut aussi multiplier le risque de développer des maladies cardiovasculaires ou encore des cancers. Donc l'idéal, ça serait finalement d'habiter dans un logement lumineux la journée, c'est-à-dire avec une bonne exposition à la lumière naturelle, et de pouvoir être dans l'obscurité la nuit pour assurer une bonne nuit de sommeil. C'est évident, mais en fait, quand on regarde un petit peu l'endroit où on habite, c'est pas toujours facile de mettre tout ça en pratique. Mais pour bien dormir, être dans le noir, ça ne suffit pas, il faut aussi éviter d'être exposé au bruit. Et ça, c'est le deuxième point auquel on peut penser quand on analyse l'impact de notre habitat sur notre santé. Et je pense que toutes les personnes qui ont déjà vécu en appartement, en ville, ou qui vivent actuellement dans ces environnements-là, savent très bien de quoi je parle, même si, évidemment, il n'y a pas qu'en ville qu'on peut être soumis à des nuisances sonores, évidemment. Quand on vit avec du bruit, que ce soit des voisins bruyants ou à cause de notre environnement extérieur, en fait ça met notre système nerveux en vigilance constante, à tel point que parfois on ne se rend même plus compte que l'on est en hypervigilance. Et c'est quand on va aller dans un endroit où
on va être dans un endroit silencieux qu'on va se dire « Ah oui, en fait, je me rends compte que je vis avec du bruit en permanence », puisqu'on s'en rend plus compte au bout d'un moment. Et je sais pas si vous avez déjà fait cette expérience, mais c'est assez étrange. Quand on est dans un endroit vraiment silencieux, c'est un peu comme si le silence pouvait faire mal aux oreilles, ou comme si on entendait encore un bruit de fond, parce que, en fait, notre cerveau va un peu compenser le manque de bruit. Et le fait d'être très souvent soumis à des bruits, à des musiques fortes en magasin, aux voisins, quand on est chez soi, à la VMC, etc., en fait, ça va finir par fatiguer notre système nerveux, qui est en alerte permanente. Et il y a un article que j'ai trouvé sur le site de l'assurance maladie qui confirme que le bruit peut entraîner de l'irritabilité, de l'anxiété, de l'agressivité et même de la dépression. Donc on sait évidemment que le bruit et la lumière ont des effets sur notre santé, et c'est souvent les deux premières choses auxquelles on pense quand on imagine le rapport entre habitat et santé, mais je trouve qu'il y a deux thématiques dont on parle peu, et qui sont finalement tout aussi primordiales, c'est la qualité de l'air dans notre logement et la pollution électromagnétique. Et c'est sur ces deux points que j'aimerais insister maintenant. Combien de fois avez-vous déjà pensé à la qualité de l'air que vous respirez quand vous êtes chez vous ? Si la réponse est 0, je vous rassure, vous n'êtes pas seul. C'est tout à fait normal puisque c'est quelque chose qui n'est pas tangible, qu'on ne voit pas. C'est quelque chose en fait invisible. Et pourtant, l'air qu'on va respirer tous les jours dans des endroits clos, comme par exemple à la maison, il peut être de 5 à 10 fois plus pollué que l'air extérieur. Ce qui est assez énorme quand on sait à quel point l'air extérieur peut être déjà pollué. Donc tout ça a bien évidemment des conséquences pour notre santé, comme on va le voir. Mais avant ça, j'aimerais qu'on voit ensemble d'où peuvent venir les polluants intérieurs. La qualité de l'air, d'ailleurs, c'est une question de santé publique dont s'est saisi l'État français en créant en 2001 un observatoire de la qualité de l'air intérieur qui est devenu depuis peu l'Observatoire de la qualité des environnements intérieurs, l'OQEI. Et donc, d'après cet observatoire, la pollution de l'air intérieur, elle peut provenir de différentes sources, des sources qui vont être biologiques, physiques ou chimiques. Alors les sources biologiques, on les connaît bien puisque ça peut venir par exemple de la moisissure, des allergènes ou des acariens, mais on connaît moins bien souvent les sources chimiques comme les composés organiques volatiles, les COV, qui viennent de la combustion par exemple d'une bougie ou d'encens ou encore de meubles en aggloméré, de la peinture, de produits d'entretien qu'on peut utiliser en fait dans notre quotidien. Et enfin les sources physiques de pollution de l'air, comme par exemple le radon. Je ne sais pas si vous connaissez le radon, mais en fait c'est un gaz qui est naturellement présent dans le sol de certaines régions en France et qui peut, lorsqu'il s'accumule, causer en fait des cancers du poumon. Et l'exposition au radon, c'est d'ailleurs le deuxième facteur de risque derrière le tabac de cancer du poumon en France. Donc c'est quand même quelque chose à ne pas prendre à la légère. Et finalement, quand on combine toutes ces sources, donc biologiques, chimiques et physiques, on peut vite se retrouver dans un environnement explosif qui va combiner plusieurs sources de pollution de l'air. Et comme l'explique un dossier sur le site Santé publique France, la pollution de l'air intérieur, elle a des effets à court terme, avec par exemple le syndrome des bâtiments malsains qui peut donner lieu à des maux de tête, des nausées, des picotements au niveau des yeux, ou encore le fait d'avoir la gorge sèche lorsqu'on est exposé à un air malsain, mais aussi des effets pour la santé sur le long terme, comme le développement de pathologies cardiovasculaires ou encore des cancers. Avant de passer en revue quelques solutions pour rendre son logement plus sain, le dernier point que je voulais aborder ici avec vous, c'est la pollution électromagnétique. Alors qu'est-ce que c'est ? La pollution électromagnétique, en fait c'est assez simple à comprendre. On est de plus en plus baigné dans un cocktail d'ondes électromagnétiques de haute et basse fréquence, comme par exemple les lignes électriques, les transformateurs électriques, les téléphones portables, les ordinateurs, les box internet, les appareils connectés, le Bluetooth, etc. Et là aussi, comme pour la qualité de l'air, finalement ce sont des choses invisibles qui peuvent être difficiles à concevoir. On va pas forcément s'en rendre compte qu'on est entouré de ces ondes électromagnétiques, et pourtant elles vont être présentes tout autour de nous, toute la journée, et même parfois la nuit. Alors, vous allez me dire, ok, c'est très bien, mais est-ce que finalement tout ça a des conséquences sur notre santé ? Et bien en fait, les scientifiques sont divisés sur le sujet.
En 2019, l'ANSES a publié une enquête sur les effets sanitaires liés à l'exposition aux champs électromagnétiques de basse fréquence et en a conclu une possible association entre cette exposition et le risque de leucémie chez des enfants de moins de 5 ans. Mais par exemple, en ce qui concerne l'utilisation du téléphone portable et donc l'exposition aux ondes de radiofréquence, pour l'heure, il n'y a pas de lien établi entre l'utilisation du téléphone portable et le développement de cancer. Donc finalement, tout ça reste pour le moment un petit peu flou. Mais on sait aussi que de plus en plus de personnes sont électrosensibles, c'est-à-dire qu'elles souffrent de maux de tête, de nausées, de troubles du sommeil et autres symptômes attribués à l'exposition aux champs électromagnétiques. Le problème, c'est que pour le moment, comme le rapporte la Société française de santé au travail, qui a été mandatée en 2023 par la Direction générale de la santé pour travailler sur ce sujet-là, l'électro-hypersensibilité, c'est une intolérance déclarative dont l'explication est actuellement sujette à controverse. Donc finalement, il n'y a pas vraiment de consensus sur ce sujet de la pollution aux ondes électromagnétiques, aux champs électromagnétiques, mais peut-être que tout ça sera éclairci dans les prochaines années, en tout cas on l'espère, pour pouvoir y voir un petit peu plus clair sur finalement l'exposition de ces champs électromagnétiques, des différentes ondes sur notre santé et notre bien-être au quotidien. Alors quelles solutions finalement sont à notre disposition pour pouvoir améliorer notre habitat et vivre dans un logement sain ? Pour améliorer la qualité de l'air de son logement, il faut penser à aérer tous les jours. Même en ce moment où les températures sont négatives et où on se dit on n'a pas trop envie d'ouvrir parce qu'il fait -2, -3 dehors et on n'a pas envie de rafraîchir l'air du logement, mais en fait c'est hyper important de pouvoir aérer son logement, de pouvoir renouveler l'air. C'est quelque chose de primordial. On peut aussi miser sur des plantes dépolluantes, vous en connaissez sûrement, par exemple la plante araignée, aussi appelée le chlorophyton chevelu, donc c'est un très joli nom pour une petite plante qui peut dépolluer l'air ambiant. On connaît aussi le ficus qui peut être intéressant à implanter dans son salon par exemple, ou encore la fougère de Boston. Alors il en existe évidemment d'autres, je vous en ai donné que 2 ou 3, mais ce sont des plantes qui peuvent permettre de dépolluer l'air de notre intérieur. On peut aussi choisir des meubles ou des matériaux qui contiennent pas ou peu de composés organiques volatiles, les fameux COV dont j'ai parlé tout à l'heure. Et par exemple, si j'achète un meuble sur le Bon Coin, qui a déjà été utilisé pendant plusieurs années, je vais réduire mon exposition au COV, puisqu'on sait que ces composés organiques volatiles sont les plus volatiles justement les premiers mois après leur fabrication. Je vais réduire donc cette exposition aux composés organiques volatiles, je vais faire des économies puisque je vais payer normalement moins cher que si j'achetais un meuble neuf, et je vais faire aussi du bien à la planète. Donc finalement c'est un peu le triple combo gagnant. En ce qui concerne la pollution électromagnétique, c'est super important de limiter son exposition aux ondes. Alors même si, comme je le disais tout à l'heure, les scientifiques sont divisés sur le sujet, je pense qu'il vaut mieux prévenir que guérir. C'est en tout cas l'approche que je défends en tant que naturopathe, puisque le cœur de mon métier, c'est de faire de la prévention santé. Et donc, par exemple, l'idée, c'est d'éviter de dormir avec son téléphone portable dans la chambre, même en mode avion, parce que on veut éviter d'être le plus possible en contact avec ces ondes électromagnétiques. Et par exemple, ça fait plusieurs mois que je teste de dormir sans le téléphone dans la chambre. Donc en fait, je le mets en mode avion, je le laisse dans une autre pièce et je vais dormir dans la chambre sans téléphone portable. Et j'ai remarqué que je dormais mieux depuis que je fais ça. Donc je ne sais pas si c'est un effet placebo, etc. Mais en tout cas, j'ai pu observer ça. Et sur mon ordinateur, j'ai installé depuis plusieurs années une plaque de Shunjinte. Alors je sais plus comment on le prononce, mais en fait c'est une pierre de couleur noire qui va permettre de se protéger des ondes électromagnétiques. Et si le sujet vous intéresse, il y a tout un tas de solutions disponibles, par exemple sur le site geotellurique.fr. Alors on pourrait continuer encore pendant un bon moment pour parler de ce sujet tellement inspirant, des liens entre la santé et l'habitat, mais je vais m'arrêter là pour le moment. D'ailleurs, si vous voulez que je creuse un petit peu plus le sujet, que je vous apporte d'autres solutions, je vous invite à m'envoyer un petit message sur les réseaux sociaux.
@natur natur-8 Audrey sur Instagram. Et pareil, si vous avez mis en place des choses dans votre quotidien pour mieux vivre dans votre logement, je suis curieuse de savoir ce que c'est. N'hésitez pas à me partager les solutions que vous avez mis en place pour que je puisse ensuite transmettre tout ça aux abonnés du podcast et à la belle communauté d'Akiba Plat. Je vous souhaite une belle semaine de rentrée et je vous dis à mardi prochain pour la toute première interview de cette année 2026, avec pour la première fois de toute l'histoire du podcast, une interview à 3 voix. Je ne vous en dis pas plus pour le moment, mais je sens que vous allez voyager la semaine prochaine. En attendant, prenez bien soin de vous. C'était Akiba Plat, le podcast qui porte la voix des passionnés du vivant en Occitanie. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager et à laisser une note sur votre plateforme d'écoute. C'est le meilleur moyen de soutenir mon travail et de faire connaître le podcast. Retrouvez-moi aussi sur les réseaux sociaux pour suivre toutes les actualités. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, prenez soin de vous.